Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur où va Sony, où va Canon, où va Nikon, où va Fuji, où va Panasonic. Et oui, parce que j'ai commencé par la série par où va Sony, parce que quelque part, moi, c'est la marque qui me frustre le plus depuis plusieurs années maintenant, hein, puisque je l'ai dit en préambule de ma vidéo précédente, j'ai revendu moi mon A7 IV et puis je ne désespérais pas moi de revenir un jour chez Sony, que ce soit en plein format mais surtout en APS-C, parce que je me disais Sony, ils ont les moyens de sortir un APS-C vraiment haut de gamme à capteur empilé et tout, bah, comme fait un Fuji X-H2S hein, tout simplement depuis bientôt 3 ans, hein, donc c'est dire. Et non. Donc, je ne refais pas la vidéo sur Sony, mais j'explique juste pourquoi j'ai commencé par Sony. Alors, aujourd'hui, on va faire Canon, tiens, hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux hein, non plus. Alors, Canon, ils sont quand même sur une meilleure dynamique hein, que Sony. On va dire comme ça. Après, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Hein, on verra bien l'avenir proche. Alors la gamme Canon actuelle, elle est assez complète hein, finalement, et puis elle est, j'allais dire, à la page, hein, contrairement un petit peu à Sony qui a une gamme vraiment vieillissante. Chez Canon, qu'on regarde l'entrée de gamme, le milieu de gamme ou le haut de gamme, on est quand même pas mal. Hein. Alors, l'entrée de gamme, alors on va séparer APS-C et plein format, hein, comme j'ai fait pour Sony. Allez, on commence par l'APS-C. L'entrée de gamme de l'APS-C, on a ce qu'il faut. Hein. On a le R100, on a le R50, on a le R10. Le R10, ça va commencer à être du milieu de gamme quand même en APS-C. Et puis on a en haut de gamme le R7, hein, qui est un très bon boîtier, bien entendu. Voilà, le genre de boîtier qui fait défaut par exemple chez Sony en APS-C. Et puis on a eu récemment la sortie du R50V qui est plus orienté vidéo, hein, donc ce sera un peu moins le sujet sur ma chaîne, puisque moi je préfère parler de vrais hybrides photo-vidéo hein, plutôt que accès vidéo. Voilà, donc cette gamme APS-C est assez complète. Alors dans l'avenir proche, ce qu'on espère tous, c'est un R7 II. Et un R7 II, ça voudrait dire un capteur plus rapide, hein, parce que le défaut du R7 actuel, c'est son capteur qui fait quand même beaucoup de rolling shutter. Et quand on sait que ces APS-C haut de gamme, on s'en sert justement vraiment pour faire de la photo ultra rapide d'oiseaux, de la photo animalière, de la photo sportive, grâce à leur facteur de crop qui démultiplie les téléobjectifs, hein, très clairement, et ben c'est un peu dommage dès qu'on met la rafale à 30 images par seconde, ou même 20, hein, c'est-à-dire qu'on dépasse la rafale mécanique qui est de 15 images par seconde. Dès qu'on veut plus et qu'on veut le prédéclenchement, hein, d'ailleurs aussi, c'est forcément un obturateur électronique, et avec le R7 on est très vite soumis à du rolling shutter assez marqué. Donc ce qu'on attend du R7 II, c'est un progrès dans la vitesse de lecture, éventuellement un capteur empilé, bien entendu. Voilà, hein, j'en dirai pas plus, peut-être des capacités vidéo un petit peu supérieures à celles du R7 actuel également. Hein. Donc voilà pour la gamme APS-C de Canon, mais en attendant elle se tient quand même pas mal hein, à l'heure actuelle. Du côté des pleins formats, ça va aussi pas mal hein, il me semble, parce que on a en entrée de gamme le R8. Alors il est plutôt jeune le R8, mais finalement il se défend pas mal. Alors il faut savoir que la spécialité de Canon, quelque part, c'est de faire des capteurs qui sont en plein format, en tout cas très performants en matière de rafale, mais aussi en matière de vitesse de lecture, même si ce ne sont pas des capteurs empilés. Typiquement, celui qu'il y a dans le R8 hein, est capable d'aller à 40 images par seconde en RAW, hein, et surtout d'avoir une vitesse de lecture qui est la plus rapide des capteurs non empilés encore à ce jour. Hein.
Donc, alors après, il a d'autres limitations, hein. Ce boîtier, il n'a pas de stabilisation, par exemple, il n'a qu'une carte mémoire, il a la petite batterie, il n'a pas de joystick, il a un viseur de 2,3 millions de points. Bien entendu, hein, c'est des limitations, mais pour qui veut un boîtier quand même suffisamment polyvalent et très capable en photo d'action, le R8 est déjà très bien. Après, si on monte en gamme chez Canon, on va tomber sur le R6 II qui a d'ailleurs le même capteur, hein, exactement, mais qui est lui un boîtier évidemment qui n'a pas justement les défauts du R8, hein, puisqu'il a les deux cartes mémoire, il a le joystick, il a un meilleur viseur, il a la grosse batterie et une très bonne autonomie d'ailleurs en passant. Et puis c'est entre guillemets un vrai boîtier Canon, hein, avec toute l'ergonomie qui va avec, la grosse roue arrière, etc. Alors les deux partagent aussi des très bonnes capacités vidéo, et quand je dis très bonnes, hein, par rapport à une certaine concurrence, ils ont la 4K 50 images par seconde sans crop. Et oui, et ça, dans cette gamme de prix, en tout cas dans le R8, hein, pour revenir à lui, il n'y en a aucun autre en plein format, hein, qui n'a pas de crop en 4K 50, hein, donc ça c'est un vrai avantage. Alors ça prend plus de tournure sur le R6 II, parce que le R6 II, ce qu'il a aussi en plus du R8, c'est une stabilisation, et en plus une très bonne stabilisation qui s'envisage en vidéo à main levée, hein, sur des courtes séquences, qu'on ne peut pas envisager avec le R8, hein, tout simplement. Donc c'est un avantage clair du R6 II. Alors en vidéo, cela dit, là où ils sont un petit peu peut-être à la traîne par rapport aux autres, c'est qu'en termes de codec c'est très limité, hein, même le R6 II. Voilà, si par exemple on veut faire du 10 bits, c'est forcément qu'on est en log, et puis le log c'est le log 3 de Canon, donc c'est pas non plus un super log, hein. Donc ce qu'on espère là justement, alors on y vient dans le remplacement du R6 II, c'est des capacités vidéo un peu supérieures quand même au R6 II actuel, et avoir le fameux C-Log 2, hein, qu'ils ont enfin mis dans le R5 II, là on va y venir, qui change quand même beaucoup de choses en matière de qualité d'étalonnage après derrière, hein, et notamment de plage dynamique surtout en vidéo. Parce que c'est un petit peu le défaut des boîtiers Canon justement, c'est d'avoir une différence très marquée entre la photo et la vidéo en termes de plage dynamique. Elle peut être bonne, voire très bonne en photo, et être très juste correcte en vidéo. C'est le cas notamment du R8 et du R6 II avec ce capteur en tout cas. Et le C-Log 2 ferait certainement beaucoup de bien, en tout cas au R6 III, qui devrait sortir assez bientôt normalement. Bon, voilà. Alors, cela dit quand même, moi j'ai tendance à dire que le R6 II, c'est un boîtier qui était clairement en avance sur son temps, hein. Contrairement à un Sony A7 IV quand il est sorti, qui à part son capteur 33 mégapixels bien entendu, était déjà limite sur les autres caractéristiques, puisqu'il n'évoluait pas en termes de vitesse de lecture, en termes de rafale, par rapport au A7 III. Là, le R6 II, il a vraiment évolué, hein, et il a amené tout ce qui fait un boîtier toujours complètement moderne aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le prédéclenchement, une rafale vraiment ultra rapide en obturateur électronique, donc à 40 images par seconde, en RAW bien entendu, hein, contrairement à par exemple à Nikon, hein, qu'on verra dans une autre vidéo. Voilà, et alors certes il a que 24 mégapixels, mais du coup ça lui permet d'avoir une très bonne montée ISO également, une bonne dynamique en photo, mais justement un peu limite en vidéo. Mais honnêtement c'est un boîtier qui est encore complètement à la page, et quand on voit que Canon l'a repositionné là en prix, on le trouve quand même des fois, suivant les promotions, autour de 2000 €, et ben ça en fait vraiment un boîtier, enfin ça fait une occasion à pas louper, hein, si on le trouve dans ce prix là, que vous êtes un peu à la recherche d'un boîtier très polyvalent et très capable en photo d'action. Foncez, hein, si vous voyez un R6 II autour de 2000 €, hein, c'est mon avis quoi, en tout cas.
Voilà, alors après, si on monte en gamme, donc Canon a remplacé son R5 et il y a un an, tout simplement, avec le R5 II. Le R5 II, il se trouve que je l'ai possédé quelque temps. Bon, je l'ai revendu pour des raisons que j'ai expliquées dans une autre vidéo. C'est pas un appareil qui fonctionnait mal, pas du tout. Je dirais même, je l'ai répété plusieurs fois, pour moi c'est le boîtier le plus complet. Alors là, je pense qu'on peut dire de toute la production. Alors il y a le Sony bien sûr A1 Mark II aussi, mais la différence de prix est tellement énorme entre les deux que si on met le prix dans la balance, pour moi le R5 II c'est le boîtier le plus complet et le plus polyvalent de tout le marché. Là Canon a vraiment visé juste avec ce boîtier, que ce soit en photo où ils lui ont laissé la haute résolution de 45 mégapixels, ils lui ont mis un capteur empilé pour qu'il soit aussi très rapide en lecture de capteur et qu'on ait très peu de soucis de rolling shutter ou de banding, une très bonne rafale à 30 images par seconde avec de la haute résolution, c'est vraiment très bien. Et puis alors des capacités vidéo là qui n'ont rien à voir justement avec celles d'un R6 II, puisque là on a tous les codecs, on a de la 4K 120, on a surtout le CELOC 2, voilà, donc ça en fait un boîtier vraiment génial, le R5 II. Alors bon, il coûte un certain prix évidemment. Et puis donc après, dans le haut de gamme, alors là par contre on a le boîtier de niche qui a étonné un peu beaucoup de monde il y a un an aussi quand il est sorti, c'est le Canon R1, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui vraiment le boîtier hyper haut de gamme qui écrase tout le reste de la gamme. Non, puisqu'il a un capteur 24 mégapixels, déjà il n'a pas la haute résolution du R5 II, tout simplement. Mais par contre c'est le boîtier pro de sport par excellence, ne serait-ce que par son ergonomie. Et puis le capteur 24 mégapixels, il permet des fichiers moins lourds déjà, donc plus facilement transférables dans l'immédiateté d'une compétition sportive notamment. Et surtout, il permet une meilleure montée ISO que le R5 II et peut-être un petit peu une meilleure dynamique aussi. Ça se tient, si ce n'est qu'il est quand même très cher par rapport à un R5 II quand même. Alors c'est sûr que le R5 II, si on lui ajoute le grip pour faire un peu un équivalent en termes d'ergonomie avec le R1, ça augmente le prix, mais on est encore loin du prix du R1 quand même malgré tout. Bon, voilà, je pense que quand c'est destiné qu'aux pros, le facteur prix est peut-être moins important. Bon, on va dire ça. Donc voilà pour cette gamme Canon. Alors je pense que là on attend bien entendu la sortie du R6 III et peut-être un tout petit peu plus moyen terme, moyen long terme, un R7 II qui serait vraiment bienvenu. Moi à titre personnel j'attends plus d'un R7 II que d'un R6 III, mais je ne doute pas que le R6 III il sera super. Et vous voyez là où j'ai un peu peur, comme je disais dans ma vidéo précédente, sur le A7 V de Sony, parce qu'ils nous ont pas montré des signes très encourageants en sortant récemment une FX2 à plus de 3000 € qui a toutes les qualités mais aussi tous les défauts surtout du A7 IV. On se demande ce qu'ils vont pouvoir sortir autour de 3000 € maxi avec un A7 V. Voilà, on a un peu peur avec la 7.5. Autant moi j'ai pas peur avec le R6 III, le R6 II je disais il était déjà en avance sur son temps. Je pense que même s'il garde 40 images par seconde, 24 mégapixels, c'est déjà très bien. Il faudrait surtout qu'il progresse en vidéo, en fait, c'est tout. Le R3, pardon. Et puis, ça serait bien surtout qu'il ait l'écran que maintenant Panasonic a mis aussi sur ses boîtiers, qui est capable de rester dans l'axe quand il faut et d'être sur rotule quand on a besoin aussi. Voilà un petit peu, moi, comment je vois le futur R6 III. On terminera cette vidéo en parlant bien sûr de la gamme optique de Canon. Alors autant en APS-C, Canon a ouvert à Sigma notamment, et ça fait qu'on a vraiment une bonne gamme pour les Canon APS-C maintenant. Ouf, parce qu'avant que Sigma puisse
faire ces objectifs pour les Canon APS-C, on se faisait du souci pour la gamme APS-C de Canon justement. Hein. Donc là c'est plus le cas et c'est bien, hein, c'est-à-dire que même le dernier Sigma 1740 f1.8 est disponible pour les Canon APS-C, hein, donc ça c'est absolument génial. Le seul petit truc avec les Sigma là, ou même les Canon, hein, peu importe, c'est cette conversion 1.6 qui pour moi est plus maintenant un défaut qu'une qualité. Alors bien sûr c'est un avantage en longue focale d'avoir un 6 au lieu de 1.5. Bon, en même temps ça ne change pas non plus grand chose en longue focale. Par contre c'est handicapant en courte focale, surtout quand c'est les optiques tierces qui ne vont pas être développées que pour Canon, quoi, Sigma ou Tamron si jamais ils en faisaient aussi, et ils vont pas changer leur focale minimum juste pour le Canon, hein. Et donc 17 mm sur un R7 par exemple, c'est pas 17 mm sur un Fuji ou sur un Sony, quoi, hein. Donc voilà. Revenons à la gamme optique, donc quand même très bien pour la PSC malgré cette petite réserve là sur le facteur de conversion 1.6. Et sur le plein format, alors on le sait, c'est le point d'achoppement majeur de la gamme Canon, hein, c'est qu'on est obligé d'acheter les Canon RF. Pas d'ouverture au constructeur tiers et pas de signe là d'ouverture, hein, du tout. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse, puisque Canon a sorti, hein, coup sur coup, deux zooms plus amateurs avertis qui ne sont pas de la série L, hein, le 28-70 f2.8 et le 16-28 f2.8, qui montrent bien qu'ils n'ont pas envie trop d'ouvrir à Sigma notamment. Alors du coup ça fait des objectifs qui sont un peu plus chers que seraient les Sigma normalement. Après par contre, que ce soit le 28-70 ou le 16-28, ils ont la stabilisation qui fonctionne donc en double stabilisation avec les capteurs, avec les boîtiers qui sont stabilisés chez Canon, et ça c'est quand même un avantage par rapport à des Sigma par exemple montés sur des Sony, hein. Voilà, donc eh ben écoutez, voilà où on en est pour Canon. Moi je pense que Canon va plutôt bien et je suis assez serein pour l'avenir proche. Là j'attends de voir, hein, ce qui va sortir, notamment ce fameux R6 III, et je ne manquerai pas évidemment d'en faire une vidéo quand il sortira. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, puis on se donne rendez-vous, hein, pour la suite de cette petite série de l'été. Merci, au revoir.